Que ça nous plaise ou non comme situation, si on est un homme plus âgé qui présente devant le client, bah, il y a plus de chances que signer que si c'est une femme plus jeune. Ce que j'ai vraiment appris après ces 3 ans de stage d'observation chez Amazon, pour comprendre un peu comment vous avez réussi et pourquoi on n'y arriverait pas. C'est vrai que c'est très US, mais beaucoup de personnes confondent action collective et class action. Bon, les deux sont des actions collectives, mais la class action, c'est représenté par une association, et l'action collective, c'est représenté par un avocat. Et avec d'autres personnes, il faut vraiment passer toute la soirée à picoler avec eux, et si vous n'avez pas à boire avec eux, ils vont jamais vraiment avoir confiance. Et en fait, le fait de comprendre ça, ben en fait, si vous organisez, vous voulez un peu tester un marché, vous voulez un peu aller voir, vous allez organiser votre voyage d'affaires complètement différemment. Ça va de 0 jusqu'à au-delà de 2000 €. Et en fonction des tranches, nous on prend donc une somme qui est une somme fixe. Ça va de 5 € jusqu'à 150 €. Bienvenue évidemment, on passe une très bonne soirée ensemble. C'est la première fois qu'on le fait chez Hub. C'est évidemment Hub qui organise l'Exporto depuis 1 an et demi, 2 ans, je sais plus, mais longtemps. Évidemment, c'est grâce à eux qu'on se réunit aujourd'hui. Il y a eu un effort particulier sur la déco. Regardez ces canapés confortables, vous êtes installés là vraiment mieux qu'à la maison. C'est une soirée très spéciale. Parce que c'est la dernière de Florence, et comme je l'oublie en fin d'émission, je le dis maintenant, on va applaudir qui organise tout cet événement-là. Et évidemment, il y a une nouvelle arrivée, mais ce sera pour plus tard. Merci évidemment, Florence, d'avoir porté le projet, d'avoir accompagné toutes les équipes et tous les partenaires et tous les invités depuis tout ce temps. Donc aujourd'hui, on parle évidemment export, qui se voit dans les 5 prochaines années lancer sa boîte et grandir à l'international par applaudissement. Ok. Pas mal. Après la soirée, il y aura plus de monde. Il y a plus de monde qui applaudit. On a vraiment un super panel ce soir. On a des startups qui ont déjà levé des fonds et qui relèvent maintenant pour aller conquérir des nouveaux marchés. On va aller un peu savoir qu'est-ce qu'il faut avoir pour lever des fonds, à quoi ça sert de lever des fonds maintenant quand on attaque un nouveau marché. On va, avec Quentin de Kiff Légal, on va accueillir bientôt Simon de Bruxelles. On va avoir Aurore, qui est VP Head of Operation chez Cowboy, qui vient spécialement de Paris ce soir pour l'émission pour raconter un peu comment on lance une marque comme Cowboy, une marque internationale à l'étranger, comment on lance des nouveaux marchés, comment on lance un nouveau produit hardware qui est plus compliqué parfois qu'un soft. Et alors on a la success story bruxelloise, que vous avez tous vu dans vos téléphones mais que vous ne connaissez pas toujours de nom, qui est Aptuc, avec Lara qui est dans le fond là-bas, qui va venir nous parler de la croissance internationale et de comment on fait de Bruxelles conquérir le monde, et surtout le monde un peu gardé des apps, comment on travaille avec North Face depuis Bruxelles, comment on peut arriver à faire ça. Donc ça va être une très bonne soirée. Chaque fois on fait un panel avec des invités et puis je viens voir les questions que vous avez, préparez des questions parce que je viens avec un micro, que vous l'ayez ou pas, que vous levez la main ou pas. C'est toujours gênant quand je viens avec le micro, que j'insiste et qu'il y a un long blanc. Réfléchissez à votre meilleure question. Et pour nos invités, on essaie évidemment que le débat soit avec la salle, avec l'audience et pas juste moi qui pose des questions, peut-être à côté de la plaque. On espère que ça va être bien plus riche avec vous. Première intervention, et puis Bruxelles nous régale, un super festin, et puis on continue la soirée comme ça. Cette émission, évidemment, elle est diffusée. Après, vous voyez les caméras partout, donc s'il vous plaît, éteignez vos téléphones, mettez-les en mode avion. On va diffuser cette émission sur la chaîne StartVie, qui est la chaîne qu'on a créée, qui est le média numéro 1 sur l'entrepreneuriat pour les plus jeunes, les moins de 35 ans. Je ne sais pas si les plus jeunes, mais 35 ans c'est déjà vieux, j'ai 42 ans, mais qui touche 50 000 personnes tous les mois, et grâce à toute cette émission après est diffusée sur nos réseaux. Et maintenant, je vais arrêter de parler. Bonsoir tout le monde, moi c'est Simon. La boîte de Quentin est la première plateforme qui va proposer des actions collectives aux avocats en Belgique et puis aussi dans d'autres pays en Europe, mais il développera ça lui-même. Entre 0 et 10, qu'est-ce que tu... Ouais, 6. C'est les actions collectives, les avocats les créent et c'est pour les citoyens.
Oui. Ok, si c'est un peu dur. 7, oui. Raoulton qui a coaché quand même. C'est Oui. là, donner des heures de son temps pour t'aider à grandir. En une phrase, c'est vrai que c'est difficile, oui. C'est difficile. Donc, Quentin, t'as lancé ça il y a pas si longtemps que ça. 1 an. 1 an. Tu commences dans un programme d'accélération qui s'appelle We Are Founders, on peut le citer, où on est encore à ce moment-là au tout démarrage du projet. Et puis, dans ce timing-là, ou pas loin, un article paraît dans l'Écho. Et là, il t'arrive ce qui n'arrive jamais dans le monde de l'entrepreneuriat. Je vous dis, j'ai jamais entendu cette histoire-là de ma vie. Les investisseurs lisent ton projet dans l'Écho, t'appellent et disent on va investir. Oui, c'est ça. Donc, voilà. On peut le huer. Bravo, mais très bien, mais ça n'arrive donc jamais. Raconte un peu ce qu'on fait. Alors, voilà, j'ai commencé il y a un peu plus d'1 an au sein de We Are Founders, donc l'incubateur. Au sein de l'incubateur, ensuite, j'ai connu Up Brussels, qui m'a beaucoup aidé avec tout ce qui est réseautage, business plan, business model et autres, qui m'a permis aussi de me perfectionner sur d'autres aspects pour la plateforme. Et effectivement, bon, il y avait le problème de Bit4You pendant que j'étais au sein de l'incubateur. Et j'ai pris l'occasion pour les contacter. Donc, il y avait 3 avocats à la base. J'ai présenté la plateforme. Et ce que je ne m'attendais pas, voilà, c'était qu'en contactant en tout 7 avocats, j'avais 7 réponses positives. Je m'attendais à une réponse positive. Et du coup, on a dû un peu se départager. Et on a donc commencé avec un des avocats pour lancer donc la première action collective digitale en Europe, donc Bit4You. C'est une plateforme qui numérise l'action collective aujourd'hui et qui permet aux avocats effectivement d'utiliser tout un tas d'outils pour faire une action collective, donc pour la créer, la suivre et ensuite continuer tout ce qui est le panel communication avec les plaignants de manière digitale. Action collective, tu peux nous donner un exemple US, toi, c'est très fort dans la culture aux US, on en parle l'histoire pour qu'on comprenne un peu ce qu'est l'action collective, comme ça on voit mieux dans quel cas tu évolues. Alors, c'est vrai que c'est très US, mais beaucoup de personnes confondent action collective et class action. Bon, les deux sont des actions collectives, mais la class action, c'est représenté par une association. Et l'action collective, c'est représenté par un avocat. Donc on a des avantages avec l'action collective du fait que ce n'est pas politisé, il n'y a pas d'association où on risque de tirer un peu la corde d'un côté ou de l'autre, ce qui a déjà été le cas dans le passé, ce qui fait que voilà, on risque de perdre également beaucoup de crédibilité. Ici, l'avocat, il a qu'un seul objectif, c'est de gagner. Il reçoit donc, il a souvent un success fee, donc en gros, il regarde personne dans les yeux. C'est je fonce pour gagner la bataille. Ça, c'est une des grosses différences entre la class action et l'action collective. Et sinon, bon, le reste, c'est vraiment des détails. Donc, la class action, c'est dans certains, pour certains aspects entre guillemets, donc de santé, notamment au niveau du commerce, mais l'action collective, c'est à tout niveau. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'être 2 personnes minimum. Voilà, ça c'est. Et avant, c'était sur papier. Tout le monde était sur papier. Ça prenait plein de temps. Ça n'était même pas sur papier. Okay. En fait, quand j'ai commencé, j'avais un problème avec un opérateur téléphonique. C'est comme ça que j'ai eu d'ailleurs l'idée. Voilà, j'avais un problème. On continuait à me faire payer un service que je n'utilisais plus, et je savais ne pas être le seul donc dans la situation à subir le problème. J'ai donc été voir un avocat pour faire justement une action collective. On venait d'adopter en Europe en 2014 les lois pour pouvoir les appliquer. Et l'avocat m'avait répondu, voilà, on peut le faire, mais le problème, c'est compliqué pour nous. Les avocats ne peuvent pas faire de publicité pour les actions collectives notamment. Et il y a un problème de gestion également. Donc pour trouver les autres plaignants et autres. C'était tout un tas de problèmes à la fin. Et c'est là en fait où voilà, à la fin j'ai payé ce que je devais à la société de télécommunications et j'ai commencé donc à faire kit légal, à me pencher sur le problème pour trouver une solution. Okay. Et Simon, donc tu confirmeras que tu as eu peu de dossiers où les investisseurs appellent le porteur de projet en ayant un article pour investir dedans, c'est exceptionnel. Maintenant, on a une deuxième phase de la société plus mature. Tu veux à l'international. Simon, toi, c'est quoi le job maintenant qui est le tien? C'est quoi le conseil que tu donnes pourquoi structurer une levée de fonds maintenant quand on veut aller chez de nouveaux marchés? Bon, ben déjà pour la remise en contexte, c'est important de savoir que je connais bien l'historique depuis 1 an, depuis que j'ai rencontré.
Et la première des choses qui était importante, c'était de constater que dans sa préparation, sa vision des choses, il était déjà assez mature. Donc je dirais la phase de préparation assez classique de revoir un pitch, donner des conseils, le plan financier, voir si c'est bien fait, était assez automatique, mais au moins le check était fait. Mais ce qui était plus important, c'était de pouvoir montrer à Quentin, s'il se rapproche d'une structure comme la nôtre, c'était de le connecter aux bons autres connecteurs de l'entreprise qui sont, en l'occurrence ici c'était Katia pour l'export, puisqu'il y a des projets qu'il va expliquer après, et puis le cluster software aussi, où il peut justement, avec l'activité, il y a 6 clusters à Bruxelles, et l'activité du cluster permet de la visibilité, du networking, du partage de connaissances, de l'accompagnement aussi, mais l'internationalisation. Et donc brancher Quentin sur ces valeurs ajoutées-là, c'était pour moi le premier objectif. Et puis, comme je savais qu'il avait 2 business angels qui avaient été intéressés par son dossier, de ce point de vue-là, j'étais assez tranquille pour lui. Par contre, c'est vrai que pour la deuxième étape, là, je l'attendais de venir. Je crois qu'on s'est recontacté il y a 1 ou 2 mois. Et j'ai dit, bon, c'est quand le next step, qu'on se prépare suffisamment pour avoir, je me demandais, ton niveau de cash était où, pour savoir combien de temps il a devant lui pour faire sa levée de fonds, et puis le lancer, m'assurer qu'il anticipait tout ça, mais ce qui est le cas. Et là, effectivement, le vrai sujet, c'est de mettre l'internationalisation, d'être plus précis, savoir quel marché il va faire, comment il va s'y prendre, maintenant qu'il a déjà quelques outils via ses connaissances à lui et via Brussels, comment il va intégrer tout ça dans son plan financier, et maintenant on va... Et vous pouvez nous dire un peu justement comment s'est fait le choix de... Donc il y a l'attraction en Belgique, il y a des premiers clients signés, tu lances un nouveau marché, comment on fait pour choisir le marché? Pour ma part, c'est assez facile parce que je parle couramment italien. Donc, puis j'ai étudié et vécu à Milan pendant 16 ans. Donc, c'était l'Italie, mais ce n'est pas que pour la langue. Ça c'était simplement un plus. C'est le nombre d'avocats. Donc, la France, l'Italie et l'Espagne sont les 3 pays européens où il y a le plus d'avocats. En Italie, on compte presque 270 000 avocats. En Belgique, on est à 19 000 avocats. Puis bon, quand on parle d'action collective, c'est aussi le nombre le nombre de la population. Donc en Italie, c'est 65 millions d'habitants. En Belgique, on est presque à 12 millions d'habitants. Et c'est simplement que le marché est plus intéressant entre l'équilibre, entre les avocats et le nombre de citoyens. Et donc évidemment, tu as regardé ton business, où il était. Tu dis, ok, c'est France, Italie, là il y a plein d'avocats. Et tu privé, tu maîtrises italien, et tu connais bien le pays. Est-ce qu'il y a une réflexion entre je me lance d'abord sans lever, j'essaie de signer un premier contrat là-bas, ou tu lèves et pour acheter le premier contrat? Comment ça se passe cette réflexion-là et comment tu es reçu du côté investisseur, quoi? Oui, mais du côté investisseur, tant que tout fonctionne, on est toujours bien reçu. Si on fait du chiffre, on est bien reçu. Mais effectivement, c'est une bonne question. Dans mon cas, je préfère être vraiment bien préparé parce que bon, ça dépend aussi des clients. Les clients, quand on a des bureaux d'avocats internationaux qui sont assez exigeants, on peut pas se permettre de faire un dérapage et de se tromper, surtout les avocats. Et donc voilà, il faut effectivement penser à une levée de fonds, avoir les épaules un peu plus solides, non seulement au niveau en termes de contrat, mais surtout avec ce qu'on offre, ce qu'on propose, et avoir un produit bien défini, mais surtout, je pense, avoir les idées claires. Quels sont les objectifs qu'on se met, pouvoir les atteindre surtout, et être transparent. C'est-à-dire, voilà, ne pas commencer à exagérer pour arriver à des objectifs ou à une solution qui reste juste un mirage qu'on n'atteindra jamais. Et je pense qu'une fois que tout est mis à plat, qu'on a un produit, une solution qui fonctionne et qui plaît, mais par la suite, on peut commencer avec les épaules, c'est-à-dire avec les investisseurs, avec les fonds, attaquer le marché. Et là, sans tout nous dévoiler, mais dévoile-nous quand même quelque chose. T'en es où dans ta nouvelle levée de fonds? 30, 50%, 60%, non. 80%? Pour l'instant, on est dans les détails, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment encore rien de défini, si ce n'est le montant. Mais voilà, c'est combien? 500 000. Okay. Ouais. Ouais, donc ici, c'était le but d'entamer la nouvelle phase de préparation de sa prochaine levée de fonds, mais d'utiliser aussi l'événement comme élément de roadshow, pour se rendre visible. C'est important, sachant qu'en parallèle, il se prépare, il a une idée du montant,
mais il doit mettre la machine en route, quoi. Incroyable. Et donc il y a d'autres événements c'est ça que j'aime bien amener aussi pour qu'on comprenne bien à Brussels l'aspect événement et l'aspect connexion qu'on fait. On est au cœur d'un écosystème où on voit beaucoup de choses et donc ça nous permet de proposer les bons événements pour la bonne situation. Et par exemple, la semaine prochaine, il y a un événement à la Commission européenne avec l'European Business Angel Network, qui aussi, certaines startups ont sollicité pour pouvoir aller pitcher, avoir accès à un certain réseau, et ça leur donne de la visibilité. Il y a le salon Slush à Bruxelles, à Helsinki, à Gand, mais aussi à Helsinki, le salon plus international, où elles peuvent aller intégrer ça dans leur roadshow. Et alors, on a un partenariat qui fonctionne assez bien, très bien, même avec European Belgium, qui permet d'avoir des événements de online pitching chaque mois, plus ou moins un, et qui a une communauté d'investisseurs qui suit ces événements et qui permet effectivement de tracer un chemin, et c'est ça que essaye de faire, donc c'est de créer un guide. Et une belle histoire. Une belle histoire, et après c'est à eux de convaincre. Hein. Sans oublier, grâce aussi à Hub, nous et au réseautage, on a un événement le 22 janvier donc à Milan avec Brussels House, et ça permet effectivement d'attirer les bureaux d'avocats internationaux, de faire un événement et de commencer à signer les contrats. Donc un insight ici, c'est qu'une levée de fonds, c'est aussi des roadshows, on reste pas dans son coin avec ses slides, on va aussi vers l'extérieur, on va pitcher, on essaie de créer un engouement autour de ça. Tu vois plein de dossiers qui arrivent chez toi, Simon. C'est quoi des conseils pour déjà, on en parlera après, on n'est pas obligé de lever des fonds, mais quand on veut lever des fonds, tu as vu, je mets une centaine de pitchs, est-ce que tu as des conseils pour donner à ceux qui voudraient s'en dans la démarche J'imagine que tu dois avoir des pitchs incroyables et des pitchs horribles. Alors le premier conseil, c'est d'essayer d'éviter la levée de fonds. Okay. Voilà, si on peut grandir par ses clients, avoir le cash, et puis comme ça, tant mieux. Mais alors il y a des business qui sont très innovants, ont besoin de capitaux, ont un plan de croissance évident, comme ici, et qui du coup, avec de l'internationalisation, cochent toutes les cases pour viser la catégorie investisseur financier, on va dire, qui recherche ça. Et alors, si on va là, mes conseils, c'est de ne pas être naïf, ça va être très dur, ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu, il va falloir faire beaucoup plus de contacts que prévu, il va falloir être hyper bon dans beaucoup de choses en très peu de temps, il va falloir apprendre à super bien communiquer avec ses différents stakeholders aussi, et être prêt à adapter sa gouvernance aussi, qui va arriver, donc l'entreprise va se transformer. Et il faut commencer à faire un one-man show, une vraie boîte avec une structure. Enfin, c'est beaucoup de challenges et il faut anticiper tout ça et en être conscient. Tu es prêt, Quentin, toi, pour souffrir? Parce que tu as eu une première levée de fonds trop facile, on va le dire. Oui. J'ai déjà souffert avant. Donc, oui, je crois que j'ai fait la première année quelque chose comme 1 mois de nuit blanche en tout. Parce que la première plateforme, je l'ai développée moi-même, en partie en code et en partie avec Wix. Donc c'est pour ça qu'on a fait maintenant une nouvelle plateforme qui est sortie il y a 1 mois et demi. Mais la première plateforme, c'était 1 an de boulot, parce qu'il y avait à côté donc We Are Founders, voilà, il fallait cravacher, il n'y a pas de secret. Sans compter tout le reste de l'aspect commercial et de développement. Donc, mais je suis prêt pour le futur, comme je veux dire, comme il se doit. Ouais. Ça fait plaisir à entendre. Et donc, il ne faut pas toujours lever des fonds, hein, en effet, c'est possible quand il n'y a pas trop de tech, hein, parfois d'aller chercher des clients, tout ça. Est-ce qu'on a assez éduqué, nous, en Belgique, sur les questions financières? Est-ce qu'on a assez, quand les gens arrivent chez toi, est-ce que tu reçois des mails, j'ai besoin de 100 000 Heureusement, on est plusieurs dans l'équipe, avec chacun nos spécificités. On couvre tout le spectre. Donc, Hub Bruxelles, c'est l'accès au marché et l'accès au financement, on va dire, l'international et au niveau local. Et donc, on est sur les 2 axes cruciaux des entreprises. Et sur l'axe du financement, on va aussi bien s'occuper de petites entreprises qui cherchent 50 000 € à, je dirais, 2 millions, c'est plus ou moins le maximum, même si parfois il y a des dossiers plus exceptionnels. Et donc là, c'est tout le spectre de mix de financement, et on se rend compte qu'on a besoin de faire beaucoup d'éducation auprès des entreprises, des entrepreneurs, entrepreneuses, parce qu'à l'école, malheureusement, on n'apprend pas assez ça.
on n'apprend pas à faire un budget, les assurances, un crédit hypothécaire, tout le monde découvre ça dans la vie. Alors, un financement d'entreprise, c'est encore un niveau de complexité en plus et d'inconnu en plus que finalement, heureusement qu'il y a des structures qui aident un petit peu à dédiaboliser tout ça et aider de trouver son chemin pour trouver ce financement. Typiquement, c'est aussi un traiteur qui va bien, qui fonctionne bien, qui grandit, qui doit déménager et investir dans des nouvelles outils de production, 300 000 euros. C'était mari et femme, 300 000 euros en plus je dirais de son achat immobilier, ça devient quelque chose d'un peu étranger on agit là-dessus aussi. Mais ils sont très contents parce que c'est pas facile la première fois de trouver comment faire. Donc la levée de fonds, ça sera dur, et donc autant envoyer un petit mail à eux avant, et pour s'entraîner, se faire coacher, se faire un peu aussi bousculer avant d'y aller. Quentin, on peut te souhaiter quoi, toi, à part la levée de fonds, on a bien compris, si des gens dans la salle sont italiens, ont 500 000 euros et ont envie de révolutionner l'action collective, ils peuvent te suivre, mais c'est quoi ton objectif à toi, autre pour ta boîte cette année? Autre que la levée, tu veux, t'es à 4 clients, tu veux en atteindre 30, tu vois, tu veux être... Oui, c'est-à-dire avoir plus de clients, pas forcément des clients qui soient des avocats au bureau d'avocats. On est souvent, on me contacte souvent pour me dire voilà, j'ai un problème et je pense que d'autres personnes subissent le même problème. Est-ce qu'on pourrait faire une action collective? Donc ça, c'est aussi une solution. Et mon objectif principal, c'est effectivement de pouvoir aider le plus possible les personnes, en plus des avocats et des bureaux d'avocats. Il y a même la définition même de l'action collective, c'est que 2 personnes minimum aient un même problème. Donc il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite de secteur ou de problème. C'est à partir du moment où il y a un tort qui est subi par minimum 2 personnes, que 2 personnes subissent un même tort, on peut faire une action collective. Il faut évidemment qu'il y ait les bases légales et juridiques qui appuient, donc qui disent effectivement voilà, c'est un problème, c'est illégal. Okay. Mais donc t'as pas de cas, tu rêvais des panneaux solaires vendus toi par téléphone, des abonnements pris, tu vois, un Dieselgate, un deuxième. Peut-être avec les voitures électriques, on verra bien. On souhaite pas, mais on souhaite pas, c'est ça. Ok, parfait. Dieselgate qui a déjà eu des victimes tu vois, c'est peut-être déjà là. Voilà, on l'a déjà. Et voilà. Oh, mon signe ici aussi. Incroyable. On peut les applaudir évidemment pour cela, je ne sais pas. Quelqu'un a une question pour eux? J'aurais aimé connaître le business model. Qui paye quoi? Très juste. Oui, c'est une bonne question. Alors, qui paye quoi? Geek Legal, donc effectivement, on ne peut pas prendre de commission au niveau déontologique, donc sur les avocats. Par contre, on a établi un tableau, vraiment un tableau super simple avec les différentes tranches d'honoraires possibles. Ça va de 0 jusqu'à au-delà de 2 000 euros. Et en fonction des tranches, nous, on prend donc une somme qui est une somme fixe. Ça va de 5 euros jusqu'à 150 euros. Donc l'avocat, ensuite, bon, le business model, l'avocat a ses frais d'honoraires, et ensuite, nous, on a les frais administratifs qui se rajoutent à ces frais d'honoraires. C'est calculé automatiquement à travers la plateforme. Les avocats paient un abonnement donc pour pouvoir utiliser la plateforme. C'est un outil SaaS, et voilà. Nous, on ne perçoit aucune commission ni aucun success fee. On a juste les frais administratifs. D'ailleurs, même le paiement du plaignant à l'avocat est fait donc directement du plaignant à l'avocat, ne passe pas à travers notre plateforme. Merci beaucoup. On a une question ici. Bonsoir à tous. J'aurais voulu savoir quels étaient les milestones que vous vouliez atteindre grâce à votre levée de fonds. Alors, les milestones, mais premièrement, bon, la levée de fonds nous sert surtout en fait au développement donc de 2 grands marchés. C'est continuer à développer et améliorer donc l'outil existant. Et à travers donc l'amélioration, effectivement, bon, commencer à signer des accords. Là maintenant, on est en train de voir avec TestAchat quel sera le futur de la class action, non seulement en Belgique mais en Europe, parce qu'avec TestAchat, il y a aussi en Italie Altroconsumo qui est une côte de TestAchat. Et bon, c'est de continuer à évoluer, petit à petit, essayer de surtout développer non seulement la France et l'Italie,
mais petit à petit, d'autres pays européens et de devenir le premier player au niveau européen, et ensuite, on ne sait jamais, débarquer aux États-Unis. Mais voilà, c'est de continuer à améliorer et d'engendrer de prendre de plus en plus de place sur le marché à la fin. Merci beaucoup. Merci pour votre participation et pour votre témoignage. J'avais une petite question pour Simon, toi qui as l'habitude d'accompagner des entrepreneurs et des entrepreneuses qui lèvent des fonds. Est-ce qu'il y a une histoire qui t'a marqué? Est-ce qu'il y a une entreprise qui t'a marqué par son parcours, par une anecdote particulière que tu as envie de nous partager? Ouais, j'en ai beaucoup, mais là, en prendre une comme ça, franchement... La pire. C'est le beurre aux animaux, Ouais, et cherche un million. la dernière en date, c'est très bien aussi. La dernière en date, c'est une plateforme aussi, c'est peut-être pas la toute dernière, mais elle m'a quand même marqué dans le slow travel qui permet d'organiser des voyages plus écologiques et qui digitalise tout le processus des guides en fait, qui proposent leur voyage sur la plateforme et qui permet comme ça d'avoir accès à des voyages en Europe, en Belgique, des petites excursions assez sympas, et qui étaient deux entrepreneurs qui sortaient d'un Start Lab et qui ont fait une petite levée de fonds de 350 000 €, ce qui est déjà pas mal, mais un mix de prêts bancaires, ce qui est assez rare dans le milieu des startups, et un mix de business angels et un prêt convertible de Finance Invest Brussels, et d'un petit fonds lié à B-Angels qui a aussi participé à l'aventure. Donc ça, c'est chouette. Et finalement, une société aussi qui s'est connectée au cluster Hospitality, et donc qui est pleinement dans le network, je dirais, de Brussels, et des autres outils qui leur permettent de continuer leur croissance. Maintenant, ils continuent à se développer. Ça, c'était un chouette souvenir. Merci beaucoup. On va s'arrêter la première partie de notre soirée et l'émission. Merci encore à vous, une dernière fois. Et toi, tu es vraiment quelqu'un d'incroyable, évidemment, comme personne, mais aussi dans ton métier, tu es VP Operation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, déjà, pour chez Cowboy? Alors, les opérations, en règle générale... Bon, déjà, bonsoir à tous. Les opérations, en règle générale, c'est ce qui fait tourner la boutique. Globalement, c'est le métier cœur de la boîte, donc c'est généralement ce que les gens ne veulent pas faire. Et donc c'est, dans mon cas, c'est faire en sorte d'acheminer les pièces, de savoir combien de vélos on doit produire, avec quel argent, quand on doit acheter les pièces détachées, comment est-ce qu'on va organiser la production, ensuite comment est-ce qu'on va livrer, et ensuite comment on répare les vélos. Alors évidemment, voilà, ça c'est en théorie, mais rien ne se passe jamais dans les opérations comme ce qu'on veut, mais comme on voudrait. Mais notre job, c'est finalement d'avoir la meilleure performance possible avec les données qu'on a. Et t'as un job incroyable parce que quand c'est fluide, tout va bien et tout le monde te remercie, ou tu dois toujours dire désolé, ce sera pas possible, ce sera pendant plus de temps prévu, c'est pas 3 mois, c'est 6 mois, tu vois. Exactement, c'est ça. Donc, moi, j'ai fait des opérations chez Amazon, par exemple, donc j'étais directrice transport chez Amazon pendant 3 ans. J'ai lancé Amazon Logistics en Belgique aussi. Et chez Amazon, ce qui est bien, c'est que on n'a pas trop de problèmes d'argent, donc on peut se payer le luxe de mettre des safety buffers un peu partout pour garantir une performance absolument exceptionnelle pour les clients. Évidemment, toutes les entreprises n'ont pas ce luxe, donc il faut arriver à trouver quel est le niveau le plus équilibré de performance pour arriver à gérer ces opérations au moindre coût. Et pour nous, Cowboy a un budget incroyable, mais par rapport à Amazon, moins. Pardon. Le budget de Cowboy pour nous, ça nous paraît fou, tu vois. On voit Cowboy livre des fonds, tu vois. Mais entre Amazon et Cowboy, il y a une différence, quoi. Évidemment, oui. Évidemment. Et ça, c'est facile. T'as pu t'habituer directement, ou il faut un petit temps quand même pour s'habituer au nouveau terrain de jeu, aux nouvelles réalités. Alors moi, j'ai toujours Amazon, c'était plutôt une anomalie de l'histoire. J'ai toujours travaillé dans des startups, dans des scale-up, plus exactement, donc plutôt du niveau de Cowboy.
J'ai pu travailler chez Take-It-Easy, que certaines personnes ont peut-être connu, qui était un précurseur de la livraison à vélo à domicile, qui a quand même réussi à atteindre 60 millions GMV. De gross merchandise value, donc de flux d'argent qui transite par la plateforme. Donc on est passé de 2 villes en Europe à 13 en France, 21 en tout en Europe, je pense, en 2 ans. Donc c'était absolument passionnant comme époque. Donc j'ai pas fait du tout qu'Amazon, j'ai fait des opérations chez Take-It-Easy, j'ai fait des opérations chez Free Market, qui était un concurrent de Jumia, donc en Côte d'Ivoire, donc faire du e-commerce en Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Cameroun, j'ai pu faire ça également. Du e-commerce, donc à l'époque 5 jours c'était un super délai de livraison même au village, même sans goudron on disait dans ces pays-là, et voilà, c'était déjà quelque chose de pas mal. C'était avant que Jumia casse un peu les délais de livraison. Mais donc voilà, non, Amazon c'est plutôt une anomalie. J'ai voulu juste, comme j'avais fait que des scale-up, et ça c'est une recommandation que je donnerais aux personnes ici qui sont pas entrepreneurs mais qui sont plutôt opérateur, c'est d'aller voir what good looks like, parce que lorsqu'on a passé sa vie dans des startups, on sait pas what great looks like. Moi je me suis dit, si je veux faire ma carrière dans les opérations, je vais voir chez Amazon, et ensuite je reviens dans l'écosystème européen pour utiliser ce que j'ai appris. Très très malin. Justement les opérations, ici évidemment Cowboy c'est votre personnel très vite, tout de suite. Est-ce que tu peux un peu nous raconter, là aussi, comment on choisit son pays, qu'est-ce que ça implique de lancer un pays avec un vélo qui n'est pas, qui est vendu différemment, qui n'est pas dans le magasin de quartier de vélo. Enfin, comment ça s'est passé? Tu peux un peu nous raconter ça? Alors évidemment, en théorie, il faut quand même faire une petite étude de marché avant de lancer un pays. Donc ça quand même, je dirais que c'est une recommandation, mais qu'il y a dans les bouquins que j'ai pu voir, dans les feuillets que j'ai pu voir sur les tables, ça va. Donc typiquement, quelle est la taille du marché? Donc nous, on a 5 marchés phares sur lesquels on se concentre. Ça va être l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique est en 3e position de nos ventes aujourd'hui, et ensuite le Royaume-Uni et la France, mais dans une moindre mesure pour le segment des vélos, des e-bikes urbains, comme celui de Cowboy. Donc déjà le volume de marché. Ensuite la densité, parce que mine de rien, lorsqu'il y a des opérations physiques, dans le monde physique, ça veut dire que concrètement vous allez envoyer un sales, un business développeur, faire du porte-à-porte auprès des magasins de vélos. Si on travaille par exemple avec le pivot qu'on a pu faire, travailler avec des magasins de vélos qu'on n'avait pas au début, mais ça veut dire que concrètement vous allez devoir envoyer cette personne-là faire le tour des vélos, et la densité est super importante. Ça c'est peut-être quelque chose qu'on oublie parfois, c'est-à-dire voilà, on va se lancer les États-Unis, mais en fait les distances sont juste délirantes, alors que voilà, lancer des zones plus denses, c'est quelque chose de plus intéressant pour maximiser, parce que le temps est hyper précieux dans cette période-là, maximiser le retour sur investissement d'un jour homme en fait, donc d'un jour de business développeur. Ensuite, le niveau de maturité du marché et comment est-ce qu'on peut l'évaluer. Voilà, il y a quand même beaucoup de données. Il y a Google Trends, il y a tout simplement l'observation dans les capitales, dans notre cas, mais essayer de comprendre si, avec des facteurs même topologiques, dire ok, est-ce que la ville est plate, est-ce que la ville est pentue, est-ce qu'elle est dense, est-ce qu'elle est plutôt étalée, est-ce que les gens utilisent du vélo, ou est-ce que c'est trop dangereux pour eux aujourd'hui compte tenu des infrastructures actuelles, et donc on peut déterminer si le marché n'est pas du tout prêt à la pénétration du vélo, s'il y a le vélo mais pas encore le vélo électrique, ou si le vélo électrique n'est pas super indispensable, ou si au contraire il y a vraiment besoin d'aller plus vite sur le vélo électrique parce qu'il y a un très fort potentiel et une très forte appétence. Il se trouve que pour Cowboy, on a eu une manière de se lancer à l'international qui a été assez scalable et assez légère en termes d'investissement, parce qu'on a utilisé ce qu'on appelle des test riders, donc un réseau de personnes indépendantes
qui amenait au domicile du client un vélo, apportait, pardon, un vélo au domicile du client et qui lui faisait essayer sur demande, et la conversion est folle de ce mode-là, c'est-à-dire que 30% des gens qui ont essayé le vélo le commandent dans le mois, en fait, après l'avoir essayé à domicile. Et en fait, on n'avait pas besoin, grâce à cette technique, d'avoir investi dans du brick and mortar, dans des réseaux de magasins physiques, même pas dans des partenariats avec des magasins de vélo. Celui qui était un flagship un peu. Exactement, c'est ça. Et après, vous arrivez avec Test Rider, sans magasin. Ça. Et donc c'est comme ça qu'on a en fait testé. Ça nous a aidé à comprendre la maturité de chaque marché. En voyant, ok, est-ce qu'on voit qu'il y a beaucoup de demandes de test ride ou pas beaucoup? Est-ce qu'il y a une belle conversion? Donc la conversion, c'est plutôt un indicateur de positionnement concurrentiel par rapport aux gens qui expriment leur intérêt sur le vélo électrique. Et donc c'est comme ça qu'on a pu décider de plus investir sur certains marchés que d'autres avec cette donnée-là. Et vous avez commencé de manière légère, mais par contre, au niveau pub, vous étiez présent là dans les grandes villes aussi, j'imagine. C'était une joie de cow-boy à vélo urbain. Et puis il y a eu un mix où vous êtes passé à distribution hybride. Il y a le online qui est toujours très fort. Il y a encore le Test Rider aujourd'hui, par exemple, ou pas? Il y a encore les Test Riders. Et maintenant, il y a des magasins aussi qui... Exactement. Et en fait, on a fait une grosse étude. Bon, le sujet de l'omnichannel, c'est quelque chose... à mon avis, qui devrait faire l'objet, si c'est pas déjà le cas, de pas mal de talks, parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Les gens, toutes les gens, depuis que le digital existe, qui font à la fois du digital et du physique, se posent la même question et ont des niveaux de réponse plus ou moins satisfaisants sur quel est le rôle de chaque canal, comment est-ce que je mesure l'impact de chaque canal. Si quelqu'un voit une publicité en ligne et ensuite va dans le magasin, on impute la vente à qui, si on essaie de tout traquer, etc. Donc tout ce qui est l'attribution, la stratégie de chaque canal, est-ce que ce canal est un canal de buteur ou plutôt d'avant-garde, ça c'est vraiment tout un grand sujet. Et donc, en décidant d'arrêter ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire de changer une vision qui était hyper importante dans les débuts de Cowboy, c'est-à-dire qu'on voulait à la base, aussi faire des vélos à 1 000 €. Bon, ça, on n'a pas réussi non plus. C'était la vision à la base, c'était des vélos de... Vous voyez l'entrepreneuriat, c'était vraiment la vision, c'est d'arriver, et puis après la réalité du terrain fait qu'on est dans un autre positionnement de prix. C'est ça, et à la base, c'était faire des vélos à 1 000 € et comment y arriver en skippant les distributeurs et leurs 40% de marge. La marge et, voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que surtout pour un produit électronique très fragile, très complexe, en fait, c'est important quand même d'avoir des experts sur le terrain, des gens qui ont 40 ans d'expérience, 20 ans d'expérience, qui ont vu passer plein de marques de vélos et dont on peut même clairement se nourrir. Aujourd'hui, on se nourrit vraiment de ces partenariats et on est content d'avoir pu changer notre vision initiale là-dessus. Et donc pour parler de ça, pardon, j'ai oublié la question. Mais donc vous êtes passé à un mode mixte de voilà, pourquoi est-ce qu'on est passé et quel est le truc? En fait, on a fait une étude et on s'est rendu compte que uniquement 13% des clients qui ont acheté un vélo Cowboy dans les magasins, en fait, on entendait pour la première fois parler de Cowboy par ce magasin. Donc, c'était pas des outils d'acquisition, c'était vraiment des outils de conversion. Et donc voilà, on s'est rendu compte qu'en fait c'était comme ça qu'on devait les considérer, c'est-à-dire on fait de l'éducation de la marque au global à partir de notre plateforme digitale et le magasin de vélo est le dernier élément dans le parcours d'achat pour convaincre d'acheter, parce qu'il y aura une personne en physique qui pourra répondre aux questions, aux besoins, mener la maintenance, etc. Et tu nous disais, mais est-ce que tu peux vraiment nous expliquer, donc quand tu dois aller chercher des magasins, c'est-à-dire que tu mets des sales qui viennent de Belgique, qui sont des sales ceux-là. Au début, une volonté, je pense aussi que tous dirigent de Bruxelles. Maintenant, il y a des équipes par pays. Est-ce que tu peux nous expliquer cette organisation-là et comment se passe en fait d'aller chercher des magasins? Comment est-ce que tu fais? Quel est le job des gens, tu vois?
Alors oui, au début effectivement c'était plutôt des business développeurs de Belgique, mais très très vite, surtout pour des marchés comme le marché allemand, le marché britannique, on avait besoin de personnes locales. Donc il faut pas sous-estimer le temps de recrutement d'une équipe commerciale performante, le temps de formation dans chaque pays, dans des géographies qu'on connaît pas, avec parfois des marchés de l'emploi qui sont plutôt difficiles pour les entreprises étrangères. Je pense à l'Allemagne notamment, qui est difficile. Même le DRH de Doctolib en France en parlait. Il a commencé sa carrière par gérer le recrutement en Allemagne. Il disait que c'était à peu près le plus dur qu'il ait fait dans sa carrière. Donc oui, il faut pas sous-estimer ça vraiment. Et ensuite, il y a un sujet super intéressant qui est comment vous voulez organiser vos équipes. Est-ce que vous voulez garder juste l'organisation fonctionnelle ou est-ce que vous devez faire une organisation par pays et par marché, sachant que ça va créer un peu plus de lourdeur, va y avoir une espèce de double reporting dans cette organisation matricielle. Donc ça, c'est une question après à résoudre en fonction du niveau de localisation de votre business. On t'entend parler, ça confirme un peu, le hardware c'est dur. Ouais, c'est assez dur, mais c'est super excitant et franchement, c'est faire un produit aussi complexe que le Cowboy, travailler sur l'approvisionnement de centaines et de centaines de pièces différentes avec plusieurs familles on a 68 SKU au total à peu près à gérer. Donc je sais pas s'il y a des 68 modèles différents, 68 combinaisons différentes de vélos qu'un client peut demander. Donc en fait, il faut arriver à faire en sorte d'avoir toutes les pièces prêtes. S'il y a une vis qui manque sur une des combinaisons, ça me fait un arrêt de ma chaîne de production qui peut pas être rattrapé. Donc c'est intellectuellement fascinant. On fabrique un très bel objet qui rend très heureux quand même des dizaines de milliers de clients qui l'utilisent tous les jours. Donc non, oui, le hardware c'est dur, mais c'est vraiment fascinant. Mais je regrette pas du tout. Ça a l'air. Et la dernière question pour moi, comment tu fais pour... T'as l'air vraiment évidemment passionné, ça c'est sûr. Des exigences hautes aussi, tu dis... Voilà, il manque une vis. Comment tu transmets ça? Comment ça se transmet dans une entreprise? Ça se soucie que les choses passent bien et qu'on n'ait pas de vis où une entreprise est tirée par... et il y a plein de problématiques tout le temps. Chacun essaie. Voilà, comment toi c'est quoi ta secret de sauce? Comment tu fais toi pour essayer d'emmener l'entreprise dans la direction que tu as envie de donner? Moi, ce que j'ai vraiment appris après ces 3 ans de stage d'observation chez Amazon, pour comprendre un peu comment ils avaient réussi et pourquoi on n'y arriverait pas, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas du tout une meilleure technologie que d'autres. Enfin, je parle d'Amazon Logistics, donc la branche logistique du dernier kilomètre d'Amazon. Ils n'avaient pas du tout une meilleure technologie que Geodis ou d'autres acteurs du sujet, mais ils avaient une meilleure culture. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, ok, en fait, on peut y arriver. Il faut arriver justement à disséminer cette culture partout, daily, weekly, monthly, et jusqu'au VP, on va voir un VP faire parfois des plongées dans un petit détail opérationnel avec une anecdote d'un client qui a souffert. Donc jusqu'au VP, on va avoir des gens qui vont s'engager pour résoudre un problème d'un client. Et en fait, le fait que les managers, même les plus grands directeurs chez Amazon soient capables de régler un problème pour un client et décrocher leur téléphone, ça donne un peu l'exemple sur toute la chaîne de commandement. Moi, j'ai géré des entrepôts aussi. J'étais directrice des opérations dans une licorne espagnole qui s'appelle PAC. Donc, j'avais 10 entrepôts en propre. Un site notamment de 10 000 m² qui avec une centaine de manutentionnaires. Et voilà, méthode Amazon, on enfile ses chaussures de sécurité, on met son gilet et on prend la place sur le terrain et on va trouver le petit colis qui s'est glissé derrière le tapis roulant et que personne n'a vu, en disant là c'est un client qui attend derrière. Et donc on va le remettre à l'endroit où il est prévu, quoi. Et donc c'est
à la fois à travers le recrutement, donc les cadences, donc la gouvernance au quotidien de la boîte et les anecdotes, qu'on arrive à changer la culture. D'expérience, ça prend à peu près 6 mois. On arrive à changer la culture d'une organisation. Et t'as depuis plus que 6 mois chez Cowboy, donc ouais. Bonne direction. C'est ça. Génial, merci beaucoup. On peut t'applaudir pour ce témoignage. Une question. Ah non, je te laisse ton micro. Qui a une question? Tu fais combien de kilomètres à vélo par semaine pour comprendre comment ça fonctionne? Quelques dizaines, mais c'est les ingénieurs qui font des milliers de kilomètres pour comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Par exemple, à chaque fois qu'on lance un vélo, on fait en sorte de rouler des milliers de kilomètres avec. Évidemment, il y a beaucoup de tests en usine, donc on a pas mal on a par exemple une machine incroyable qui balance de l'eau et du sel pendant des heures et des heures sur un vélo pour voir comment il réagit en contexte extérieur avec des trottoirs qui sont salés, par exemple, qui est à peu près la pire configuration pour une batterie. Et donc tous ces tests sont hyper processés dans l'industrie du vélo et permettent d'avoir des certifications sans quoi on ne peut pas vendre notre vélo en Europe, quoi. C'était juste, en fait, comme tu parlais beaucoup d'expérience client, je me disais que toi, pour comprendre l'expérience client, est-ce que c'est mon équivalent, c'est que je gère des tickets sur Intercom, par exemple. Donc pour répondre, par exemple, la semaine dernière, j'ai pris 25 tickets sur Intercom, et donc j'ai répondu moi-même aux clients, des tickets, des requêtes clients, des plaintes clients. Donc j'ai pris 25 plaintes. J'ai répondu en me faisant passer pour un agent du service client. J'ai fait un rapport d'étonnement à mon équipe en disant ça, je pense que ce process, il faut le changer, ou ça, cette réponse, ça va pas. Et je découvre à chaque fois des nouvelles choses à améliorer, quoi. Donc et ça réénergise l'équipe qu'on se met au milieu de son service client pour faire le travail qu'ils font tous les jours. On voit qu'on est connecté en fait à ce qu'ils font. Alors évidemment, ça marche pour une scale-up où on est 150, ça marche pas pour une boîte du CAC 40, mais bon, si on arrive un jour, on sera content. Merci beaucoup. Oui, j'ai une question concernant encore l'expérience client. Je voulais savoir comment vous gérez les clients qui ont vos feedbacks par rapport à vos produits. Comment on gère les feedbacks positifs, comme négatifs? Ok. Donc, à quoi ça nous sert? À quoi nous servent les feedbacks? Comment on les gère? Ok. Bon, déjà, on essaie de comprendre si c'est un feedback sur quelque chose qui n'est pas résolu ou qui est résolu. Si c'est pas résolu, c'est priorisé. On essaie de comprendre ce qu'on peut faire pour aider le client. Si c'est résolu ou quelque chose lié à quelque chose de très structurel, par exemple le design du vélo, le design d'un produit hardware, c'est un cycle de 2 ans minimum, quoi. Et encore, lorsque je dis 2 ans, nos ingénieurs de chez Philips lèveraient les yeux au ciel en disant il faut 4 ans pour faire quelque chose de correct. Mais voilà, ça prend du temps, les modifications hardware, parce qu'il faut faire des moules, il faut s'insérer dans une production, il faut trouver le bon fournisseur. Voilà. Donc ça, on peut pas avoir une réactivité totalement quotidienne là-dessus. Donc, toutes les modifications structurelles vont aller nourrir toutes les requêtes design pour les prochaines versions du vélo ou les prochaines adaptations du vélo si c'est quelque chose de fréquent. Par exemple, je vais citer un exemple. On avait eu un feedback sur le fait que le vélo était pas assez rapide en côte. Donc on a fait une modification à la fois software et hardware qui s'appelle Adaptive Power. Je ne sais pas si certains ont un cow-boy ici et donc ont reçu la mise à jour récemment. Ça nous a pris un peu de temps parce qu'à la fois il fallait écrire un nouvel algorithme de gestion des pressions sur la pédale pour reconnaître que l'utilisateur était un peu en galère et essayer de le propulser plus vite. Mais à la fois, ça voulait dire qu'il fallait qu'on
fassent attention à l'impact sur les pièces hardware électroniques du vélo parce qu'elles allaient s'user plus vite parce qu'elles n'avaient pas l'habitude d'être utilisées comme ça. Donc il y a eu un gros travail 360 degrés de tous les ingénieurs et ça a pris quelques mois de lancer ça. Sur d'autres feedbacks qui peuvent être sur le service, là on peut aller beaucoup plus vite. Voilà, quelque chose, si c'est un problème avec un partenaire, un magasin de vélo, on peut aller très très vite. Problème avec le service client aussi. Donc voilà, ça dépend du type de feedback. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Deuxième question. Comment vous justifiez le prix des vélos en fait? Le prix des vélos il n'est pas assez cher, c'est ça? Allez, c'est ça qu'on veut entendre ici. Voilà. Alors, moi, on m'a appris, j'ai fait une école de commerce, on m'a appris à défendre son prix. Donc je vais essayer de parler ça. Vous avez un petit bijou de technologie électronique qui, avec la majorité des pièces qui ont été designées par nos ingénieurs en local. Donc en fait, la particularité de Cowboy par rapport à d'autres vélos dans l'industrie du vélo, c'est que c'est vraiment les fondateurs qui ont décidé de faire de manière custom la plupart des pièces pour faire des choses qui étaient jugées impossibles à faire dans l'industrie. Et donc ces coûts de développement, c'est des dizaines d'ingénieurs qui ont bossé et des cabinets d'études aussi pour certaines choses qu'on pouvait pas faire en interne et qui ont bossé pour faire, et donc ça a un coût. Ensuite, il y a le coût des pièces, tout simplement. Je vais vous donner un exemple. Enfin, une batterie, c'est plusieurs centaines d'euros à l'achat. Donc à l'achat pour nous, pour Cowboy, c'est très cher en fait. Donc voilà, le coût des pièces, tout simplement. Et ensuite, il y a le coût de la masse salariale. Vu qu'on c'est quelque chose d'assez opérationnel, assez physique, faut l'assembler, faut le vendre. Il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, voici le prix du vélo. Et ce qui correspond quand même, là, aujourd'hui, à la moyenne d'un vélo électrique premium dans le secteur, quoi. On est presque légèrement en dessous, alors ça dépend des pays. En France, on est un peu au-dessus. Belgique, Benelux et Pays-Bas, on est plutôt en dessous le prix moyen de vente dans le segment. Est-ce que j'ai répondu à la question? Parfait, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci pour la discussion, c'était très intéressant. Moi, j'ai une question sur les États-Unis. Comment vous avez procédé et quels ont été vos gros apprentissages? Comme je vous ai dit, les États-Unis, c'est grand, ça vient pas de nulle part, cet apprentissage. Et c'était pas l'internationalisation la plus réussie, pour le coup. Je crois qu'il faut... Donc, comment on a procédé? On a repéré des villes où il y avait le plus de potentiel pour Cowboy. Je vais vous donner un exemple. Denver, par exemple, était sur la liste. On a dû créer une entité juridique là-bas pour avoir le droit d'exporter des vélos. On a trouvé un entrepôt en local et voilà, on a mis en place tous les tuyaux comme d'habitude. Et après voilà, c'est un pays qui nécessite énormément d'investissement et je pense qu'on n'a pas encore craqué son potentiel. Sur un plan plus personnel, Karim Sawit est un des cofondateurs de Cowboy. De Cowboy. Tu crées une fondation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Super. Alors, Karim Slaoui, un des cofondateurs de Cowboy, donc en 2016, était atteint d'un cancer depuis à peu près 5 ans. Il est décédé en septembre 2023. Et peu avant de mourir, il nous a... donc c'est un peu un ingénieur fou pour ceux qui ont pu le rencontrer. Voilà, Thierry le connaissait bien notamment. Et très tech optimiste, c'est-à-dire vraiment pour lui, les problèmes dans ce monde pouvaient être résolus par les entrepreneurs
qui au moins avaient la capacité d'utiliser correctement l'argent d'utiliser de manière à peu près efficace l'argent vu que c'est le leur. Et donc voilà, ça c'était une des croyances de Karim, et sur les quelques mois avant de mourir, il est devenu paralysé par une métastase qui est très brusquement. Alors lui qui fabriquait des vélos, c'était assez difficile pour lui de se retrouver paralysé jusqu'au sternum. Et en fait, il nous a demandé de créer une fondation en sa mémoire pour donner un prêt d'honneur aux entrepreneurs, que je pense qu'il va être à peu près d'autour de 100 000 euros par an, à 0%, pour qu'ils s'attaquent au problème de l'accessibilité avec des objets low-tech, intelligents. Je pense à la planche de transfert notamment, qu'il utilisait tout le temps pour se transférer entre fauteuil, canapé, fauteuil, voiture, etc. Voilà, des objets intelligents qui changent le quotidien des gens, low-tech, et qui soient vraiment abordables pour le plus grand nombre. Donc voilà, que même quelqu'un payé au salaire minimum puisse s'offrir, parce qu'il y a beaucoup d'innovation dans ce secteur, mais pour des produits très très chers. Donc l'objectif serait d'encourager les entrepreneurs à faire des choses pas chères pour maximiser l'impact. Donc voilà, il y a un site qui s'appelle fondkarimslaoui.com, si vous voulez participer, soit en termes de donation, soit en termes de mécénat de compétences. On est hyper preneurs, on commence les levées de fonds là ce mois-ci, pour pouvoir donner notre premier prêt d'honneur à un entrepreneur l'année prochaine. Et si vous voulez être porteur de projet aussi, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci. Lara Guillaume, Aptuic, leader mondial pour C'est l'incroyable, mais racontez-nous d'abord c'est quoi Aptuic et qu'on comprenne un peu ce que c'est. On va quand même devoir t'entendre, Guillaume. Donc Aptuic c'est un SaaS, donc c'est une plateforme qui a pour vocation d'accompagner les développeurs d'applications, les marketeurs d'applications, les éditeurs, applications mobiles, à augmenter leur visibilité sur l'Apple App Store et le Google Play Store. Vous pouvez un peu comparer ça aux plateformes de SEO pour du référencement web. Nous, on va vraiment accompagner les applications mobiles pour l'Apple App Store et le Google Play Store. Donc ça, c'est vraiment notre vocation. Aptuic a été fondé il y a 10 ans à Bruxelles. Moi, j'ai rejoint l'équipe il y a 7 ans, un peu plus de 7 ans maintenant. On est une équipe de 8. Aujourd'hui, on est un peu plus de 120. Et on a 7 bureaux au total. Donc voilà, on a bien grandi de ce côté-là. On a dit 820, j'ai vu dans la salle des yeux qui disaient ouais, pas mal. Ouais, j'ai déjà fait des événements à Paris où j'arrivais à leur faire passer, leur faire croire que j'étais française, et puis je sortais un 8 ou un 120 et c'était grillé. Mais donc voilà, ça c'était vraiment l'objectif d'Aptuic, et donc voilà, ce côté SaaS plateforme. Et voilà, aujourd'hui, je pense qu'un des sujets clés, c'est l'internationalisation. Voilà, notre client cible, il y en a pas beaucoup en Belgique. Il y en avait pas il y a 10 ans, il y en a toujours pas beaucoup aujourd'hui. Et donc c'est vrai que nous, dans notre stratégie de développement, très très tôt, il fallait se tourner vers l'international. Et donc les choses dès le début ont été mises en place pour avoir une présence internationale. Guillaume, tu peux nous donner un ou deux clients un peu, tu vois, qu'on connaîtrait, un peu loin, un peu grand, et on dirait waouh, tu travailles avec ce genre de clients, c'est trop bien. Oui, donc sur votre téléphone, vous en avez tous des clients à nous. On a eu PayPal, on a toujours, oui, on a PayPal, on a Uber, on a tous les gros noms, et tous les gros studios de jeux aussi. Incroyable. En effet, c'est moins les marques belges qui ont aussi la capacité et j'imagine les enjeux de chargement d'optimisation. Donc il y a une volonté d'être international dès le démarrage. Au début, en partant de Bruxelles, ça a commencé comme ça, ou directement il y a eu une volonté d'ouverture de bureaux ailleurs. Comment ça s'est passé alors, le premier bureau qui a été ouvert officiellement à l'étranger, c'était 2018. Donc, entre 2014 et 2018, on a complètement pu opérer tout depuis Bruxelles. Et donc, déjà d'avoir des clients importants depuis Bruxelles? Tout à fait. Okay. Donc, comment est-ce qu'on a fait ça? Donc, une stratégie inbound dès le début. Donc, vraiment créer du contenu éducationnel sur notre marché niche. Et donc cette optimisation, notre plateforme, donc ça s'appelle l'ASO, donc vraiment créer tout le contenu sur l'ASO, et là on était vraiment leader là-dessus. Et alors un contenu qui était disponible en anglais sur un site optimisé pour du SEO en ligne,
sur tous les marchés clés qu'on avait déjà pu identifier, notamment aux États-Unis, Angleterre, Allemagne, c'était des marchés qu'on avait déjà identifiés à ce moment-là. Quand moi je suis arrivée il y a 7 ans, on avait déjà à peu près les proportions qu'on a aujourd'hui, donc je laisserai Guillaume un peu confirmer les proportions d'aujourd'hui, mais à l'époque on avait déjà 30% de notre revenu qui venait des États-Unis, 40% qui venait Europe, et 30% de quelques clients déjà en Asie à ce moment-là. Tout ça depuis Bruxelles avec une stratégie inbound. Donc c'était chaque semaine il y a un blog qui doit sortir, chaque mois il y a une newsletter, donc il y avait quelque chose de très constant dans la création de contenu. Et en fait on a réussi à attirer des gens comme ça. Et puis une présence physique à des événements. Donc d'essayer d'aller trouver des salons spécifiques pour notre audience, donc des salons d'app marketing, de mobile, où là on a pu et en fait la volonté principale sur ces salons c'était de proposer un workshop, donc à nouveau du contenu éducationnel, et donc ça aussi je pense c'était clé pour convaincre quelques clients un peu plus gros, parce qu'ils voyaient un petit peu les questions auxquelles on était capable de répondre, la réflexion derrière, et puis ensuite l'outil. Cette recette elle marche. Toi tu vas nous expliquer pourquoi elle marche plus peut-être, et vous décidez d'aller à l'international, et toi Guillaume nous raconter ça veut dire quoi alors ouvrir l'international, comment vous faites? Ça fonctionne toujours. Alors, ça fonctionne toujours. Et puis, sur certains marchés, il faut un petit peu l'adapter. Par exemple, donc, ce qui est important chez nous, c'est qu'à chaque fois qu'on a ouvert un bureau à l'international, on avait déjà des clients dans cette région-là. Donc, on n'a pas besoin d'ouvrir un bureau pour avoir les 10 premiers clients. Contrairement au premier invité, tu veux dire? Voilà. Non, mais c'est plus le fait que, voilà, nous, on a un SaaS, n'importe qui, une fois qu'il est convaincu, commence sa période d'essai, met sa carte de crédit. Donc voilà, il y a quelque chose dans le modèle de vente qui fait que c'est je pense, plus simple pour nous. Mais du coup, en fait, nous, on a quelques clients et puis on grandit à partir de là. Mais par contre, voilà, on avait déjà quelques clients au Japon. Comment passer de 10 à 50 clients au Japon? Là, il fallait une présence qui parle la langue, qui connaît les codes business, créer du contenu dans la langue, parce qu'ils parlent pas tous anglais, même si voilà, ça on se dit il y a quand même ce côté international, pas tellement. Donc même sur des postes très élevés dans des entreprises où on s'attend à ce qu'ils soient très internationaux, prenez par exemple le studio Sega, jeux vidéo Sony qu'on connaît tous, on se dit ils sont connus partout dans le monde, ils parlent anglais, pas complètement. Pas dans toutes les équipes et pas à un niveau où ils sont à l'aise de faire la négociation, et donc en fait ils vont préférer travailler avec des acteurs locaux, et donc le fait d'avoir à ce moment-là quelqu'un sur place vient vraiment en complément de cette stratégie. Et donc il y a parfois du contenu que nous on faisait en anglais mais qui était simplement traduit pour le marché japonais, et puis parfois de créer un contenu qui était spécifique sur le marché japonais parce qu'il y avait des challenges spécifiques là. Et vraiment, Guillaume, je te laisse vraiment le floor. Mais tu parles de code business au Japon. Est-ce que tu peux un peu expliquer la particularité que tu nous as évoquée en préparant cette émission? Oui, ce que j'avais mentionné, c'est que je pense qu'on a tous entendu parler que la culture business était assez différente au Japon qu'ici. Parfois, on espère que ça a un peu changé, on espère que les choses ont un peu évolué. Pas complètement. Je rementionnais à Guillaume plus tôt aujourd'hui. Je pense que vous avez peut-être entendu parler d'une marque de chaussures qui s'appelle Nike. Mais en fait, le fondateur avait écrit un bouquin, et il parlait un peu du tout début, et il parlait un peu des difficultés qu'il avait à percer ce marché-là et à comprendre un peu les codes business. Et en lisant le bouquin, on se dit, mais c'était il y a 30, 40 ans, c'est un peu différent aujourd'hui. Non, pas tellement. C'est toujours un peu comme ça. Et en fait, ce qu'on a remarqué, par exemple, chez nous, c'est que, qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou non comme situation, si on est un homme plus âgé qui présente devant le client, il y a plus de chances que signer que si c'est une femme plus jeune. Et donc en fait, il reste un peu ces codes-là en termes de genre et aussi en termes de seniorité, d'âge. Et donc en fait, sur un secteur, par exemple, nous, notre secteur ASO, c'est un secteur qui a 10 ans. Ce secteur n'existait pas avant. Il n'y avait pas vraiment... avant qu'il y avait un smartphone, il n'y avait pas d'App Store. Il y a quand même... Mais ils vont quand même espérer avoir en face d'eux un interlocuteur qui a 40 ans d'expérience. Mais peut-être qu'il a 40 ans d'expérience, mais ils connaissent pas ce marché. Peut-être que ça fait 2 ans qu'il est sur ce marché. Mais ils vont valoriser quelqu'un qui a 40 ans d'expérience plutôt que quelqu'un qui a peut-être 5-10 ans d'expérience précise sur leur marché. Et donc ça, malheureusement, on doit un peu en tenir compte dans notre recrutement, ce qu'on fait pas sur les autres marchés, évidemment. Guillaume, merci pour ça, ce partage. Guillaume, toi qui es plus senior et qui est un homme, j'aimerais bien t'écouter.
sur l'ouverture. Quand on ouvre un pays, ça veut dire quoi en fait Oui, donc on avait fait une première expérience aux États-Unis en 2018 où on savait qu'on avait déjà des gros clients. On s'est dit ok, il nous faut une présence locale, ça va booster nos ventes. Et en effet, on a d'abord commencé par envoyer la personne qui est notre CRO aujourd'hui. On a dit ok, tu vas ouvrir CRO, Chief Revenue Officer, la directrice commerciale, qui est arrivée sur place, contacté les premiers clients, et très vite on a eu une deuxième employée, troisième, quatrième, et on a vu que la présence locale avait eu un fort impact sur la croissance du marché aux États-Unis. Donc on s'est dit ok, croissance internationale, il y a quand même un fort intérêt, même si on est une boîte SaaS, même si on vend un produit en ligne décentralisé, il y a quand même un intérêt à avoir un pied sur place. Surtout pour des marchés qui sont très locaux et très spécialisés, comme le Japon, on a la Corée, on a l'Inde, on a la Chine aussi. Et donc voilà, première expérience, le proof of concept aux États-Unis était concluant. Donc en 2021, on a fait une levée de fonds qui avait plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'était au niveau produit, passer un produit unique à une offre de plusieurs produits. Ça, c'était côté produit. Et côté business, c'était de s'adresser à des clients type entreprise, donc tous les beaux noms qu'on vous a cités, et d'étendre notre présence internationale. Donc les fonds qu'on a levés ont servi à ça. Comment est-ce qu'on a sélectionné les pays dans lesquels on s'est implanté? Donc, comme Lara l'a dit, c'est des pays dans lesquels on avait déjà des clients, des pays qui ont un marché mobile mature et un marché mobile spécifique. Donc, en Corée, par exemple, c'est pas Uber le leader des VTC, c'est une autre app coréenne spécifique. Donc, c'est comme ça qu'on a repéré nos pays. On s'est dit, ok, on va repérer 4 ou 5. La première étape, ça n'a pas été direct de fonder une filiale sur place. On s'est dit, ok, on se laisse 1 an ou 2, de nouveau de proof of concept dans le pays même, où on va engager, d'abord c'était des freelance, ensuite on est passé par des entreprises de portage salarial pour engager un commercial, un account manager, peut-être une personne qui fait le marketing local, voir si le marché prend, si on a eu le même boost qu'aux États-Unis, et alors si on voit après 1 à 2 années que le concept a marché, ben, on étudie la possibilité d'avoir une entité sur place. Et voilà, donc aujourd'hui on a 3 entités, les États-Unis, l'Inde et le Japon, 3 histoires complètement différentes, et 3 pays complètement différents pour établir une entité. Donc, c'est pas Stripe Atlas, c'est tous les... Non, voilà. Il faut le légal, il faut bien connaître les choses, pays par pays. Et Voilà, donc c'est là qu'on est passé notamment par les agences et par Bruxelles, pour avoir des contacts sur place de comptables, de fiscalistes, d'agents sur place qui vont nous aider à enregistrer notre société, à créer un payroll, à respecter la législation locale qu'on ne connaît pas. Donc voilà, c'est grâce aux agences pour l'exportation qu'on a trouvé ces contacts, et aujourd'hui on n'a pas d'équipe administrative sur place, on outsource tout à des prestataires sur lesquels on se repose pour administrer d'ici les filiales. Et pourquoi tu dois maintenant, parce que tu parlais des entreprises de portage salarial, enfin il y a plein de services, il y a le plus gros deal qui fait ça en 2 clics, en tout cas c'est la pub. Pourquoi maintenant il faut recréer des sociétés ailleurs, alors qu'en fait on peut engager des gens de partout? Pourquoi vous faites ça? C'est l'optimisation fiscale, il y a encore un vrai intérêt, tu vois. Il y a pas de... Il y a une question de taille. À partir du moment où on arrive à un certain chiffre d'affaires dans le pays, les autorités locales vont commencer un peu à gratter et se disent, tiens, cette entreprise, elle emploie 15 personnes sur un portage salarial. Est-ce que c'est réellement indiqué, ou est-ce que c'est juste un moyen de bypasser la législation locale? Il y a une question de taille.
Il y a une question aussi de certains pays qui n'autorisent pas le portage salarial. On est en train d'ouvrir Singapour. Et là, on commence direct par une entité, parce que deal qu'on utilise ne pouvait plus proposer des services de portage salarial. Donc, voilà, si on veut un employé sur place, on doit avoir une entité sur place. Dans les pays dont vous parliez où vous faites le test avant d'incorporer, hein, j'imagine qu'il y a des pays qui n'ont pas été une réussite. Qu'est-ce que vous retirez de là parce que tu dis voilà, Japon super, États-Unis super, mais il y a des pays que vous avez peut-être essayé et ça marchait moins. Qu'est-ce que vous avez appris de ça? Parce qu'évidemment vous avez réussi, ça c'est génial et tout, mais c'est intéressant aussi de voir aussi quand vous vous êtes planté, quand un pays n'a pas fait escompter, comment... On a eu des pays qui ne sont pas arrivés jusqu'à après le test. Pensez au Vietnam. Vietnam, ça a été surtout une problématique de recrutement, je pense. On n'est pas arrivé à trouver la bonne personne sur place avec la bonne expérience, le fit avec Aptuig, et on s'est organisé autrement. On a dit ok, on a trouvé une bonne personne en Chine, mais pour l'instant la personne en Chine fait aussi l'Asie du Sud-Est. Et c'est pas parce qu'on a aujourd'hui des entités en Inde, au Japon, aux États-Unis que c'est forcément la croissance qui a continué telle qu'elle. En Inde, on s'est heurté à d'autres challenges qui ne sont pas dus à l'entité, mais après l'incorporation. Donc, par exemple, en Inde, les paiements par carte de crédit, c'est très compliqué. Ils n'ont pas forcément Amex Crédit, Visa, Mastercard. Ils ont des moyens de paiement locaux. Et on ne peut pas charger de manière récurrente sur une carte de crédit indienne un SaaS. Donc pour un SaaS, c'est compliqué. Oui. Chaque pays a ses problématiques et ses enjeux. Lara, vous aviez un produit, qui est toujours, je ne peux pas passer, phare, mais maintenant vous lancez des nouveaux produits. Comment ça se passe, ça, de relancer comme une start-up? Vous relancez alors, faut tester tout? Comment ça se passe un peu de cette phase-là? Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté start-up, donc on essaye évidemment de réutiliser de l'expérience qu'on a, de retravailler avec des clients déjà existants. En fait, par exemple, je vais prendre un exemple concret, c'est que voilà notre outil phare qui est vraiment le driver de la croissance depuis 10 ans et qui est encore un driver de la croissance très fort, c'est la partie vraiment optimisation organique sur le store. Le pendant de l'organique, c'est le payant. Et donc on se rendait compte qu'en fait, à force de traquer des données côté organique, on avait beaucoup de données qui étaient très pertinentes, qui avaient beaucoup de valeur pour des utilisateurs qui voulaient faire de l'optimisation payante. On s'est rendu compte qu'il y avait un beau potentiel en termes de croissance de revenus de ce côté-là. Donc on a commencé à développer le produit. Donc c'est quelque chose qui prend du temps. Donc ce produit côté payant, là, ça fait déjà au moins 2 ans qu'on est dessus. Et là, on est vraiment dans cette phase où on a passé la phase de bêta, on a passé certaines phases de test, on essaye de signer les premiers clients, donc on a déjà signé quelques clients sur ce produit-là, mais on s'adresse à un persona différent, donc on s'adresse, parfois on s'adresse à la même entreprise, mais peut-être pas à la même équipe dans l'entreprise. Donc on retourne sur certaines bases qu'on avait déjà mis en place au début, donc inbound, stratégie de content, donc voilà, on va créer tout du contenu éducationnel sur ce sujet d'acquisition payante. On va faire des workshops où on va parler de ce sujet-là. On va essayer de convaincre des clients existants de nous présenter à leurs collègues qui s'occupent de cette partie-là. On va faire des séances de tests. On va être aussi beaucoup plus flexible sur des périodes d'essai. En fait, plus l'utilisateur passe du temps sur notre plateforme, plus on a du feedback. Et donc c'est du feedback qui est instantané, c'est du feedback qui nous permet d'adapter la stratégie produit très rapide. Ils font une product roadmap en début de quarter. Ce qui sort, c'est pas ce qui avait été en fin de quarter, c'est pas ce qui avait été décidé en début de quarter. Il y a eu des changements, parfois c'est certains projets qui ont été plus rapides ou plus lents, et parfois simplement un changement de priorité parce que on a eu tel feedback d'Apple, ça c'est important, ça c'est une priorité pour un. Tu peux faire la phrase, s'il te plaît? Il y a un feedback d'Apple. Ouais, c'est sympa, hein. Ouais, c'était quand même classe, je trouve. Ça n'a pas été assez souligné dans l'assemblée, je trouve. Ils ont le feedback d'Apple, ok? Vous en avez, vous? Ouais, mais c'est un bon point, c'est que. Mais là, maintenant, c'est vrai qu'en termes de partenariat, on parle à des acteurs comme Apple, on a un partenariat aussi avec Google. Quand moi je suis arrivée, on se disait, waouh, startup à Bruxelles, est-ce qu'on va parler à on est dans leur écosystème et ils nous adressent pas la parole, hein.
Et parfois certaines personnes nous adressent pas la parole. Et c'est pas grave, on avance et finalement, à la fin, c'est eux qui sont venus vers nous, ils ont entendu parler de nous, les clients ont parlé de nous. Donc ça, c'est important. Mais donc voilà, sur ce produit payant, le fait d'avoir un partenariat officiel avec Apple est un élément clé pour le développement. C'était pas le cas côté organique. Voilà, ça c'est quelque chose qui est nouveau. Mais on a des recettes qui avaient bien fonctionné dans le passé et qu'on réapplique. Et pour le moment, ça va. Si vous voulez acheter un outil payant chez nous. Allez-y, le coupon Lara, vous aurez 10%. Quand tu lances un nouveau produit comme ça, vous donnez quoi 1 an, 6 mois, tu vois, c'est avant de dire ça marche, on y va à fond, ou c'est quoi l'objectif que vous êtes fixé? Donc pas parce que j'imagine que les ressources sont limitées, il y a un produit qui se vend déjà, donc les commerciaux aussi business sont occupés dessus. Qu'est-ce que vous mettez comme objectif en termes, c'est du temps, c'est des chiffres, c'est autant de contrats sous un an, c'est quoi un peu comment ça se passe? Et un premier objectif en termes d'investissement, donc c'est juste le cash qu'on a levé et qu'on va dépenser. Donc effectivement là on arrive à la fin de l'investissement de 2021 et on arrive aux premières ventes des nouveaux produits, donc heureusement ça a l'air de s'aligner. Et oui, et sur le développement de l'outil, c'est un peu un saut dans l'inconnu au départ pour une technologie qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser, de nouvelles sources de données qu'on devait aller chercher. Donc on avait tablé sur une certaine période pour le développer, ça a pris beaucoup plus. Comme d'hab. Oui, et après, je pense que ce qui est clé chez nous, je pense qu'il y a 2 éléments. On a recruté des profils différents aussi. Même côté l'équipe commerciale, les account executives, les account managers. Aujourd'hui, on a des profils qui sont un peu plus seniors, qui ont une expérience dans l'écosystème, qui ont déjà vendu ce type de produit, qui ont déjà vendu ou parlé d'acquisition payante avec leurs utilisateurs. Et donc, eux amènent leur expertise, amènent leur réseau. Et ça, on voit l'impact. Le Apple Search Ads, le premier contrat payant qui est passé, l'outil n'était pas encore payant. Mais Niche, il avait l'habitude de vendre, il a vendu, le client était super content. Et puis après, on a regardé en interne, ok, comment est-ce qu'on crée cette facture? Et je crois que les premières factures, elles sont passées un peu en manuel et le système n'avait pas encore été mis en place pour avoir ce paiement récurrent. Mais ouais, Niche, il y a été. Et on lui a dit de vendre et il avait cette expérience-là, il a cette expérience-là pour vendre. Donc je pense que recruter les bonnes personnes, et là voilà, on s'adresse à un marché légèrement différent, on s'adresse à un persona différent, ils parlent pas la même langue. Les KPI auxquels eux sont attentifs au quotidien sont pas les mêmes que les équipes avec qui on parlait. Donc eux parlent un peu cette langue-là. Donc ça c'est intéressant en termes de recrutement. L'autre point c'est aussi, et ça c'est plus au niveau de l'équipe produit, l'équipe tech, c'est de leur rappeler. Voilà, vu qu'on a plusieurs produits, et donc nous on est organisé par squad, et donc chaque squad est responsable d'un produit ou d'une partie des produits, et chaque squad a un product, un design, un full stack, back-end, etc. Et en fait, ils avaient tendance à se comparer un petit peu en termes de mon produit rapporte autant de revenus, on a créé cette matrice où on peut voir un peu le revenu par produit, quelle est la croissance, est-ce que tu as des nouveaux clients, est-ce que tu as tant d'utilisateurs. Et donc ils se comparaient, et, oui, en fait, le produit phare qui est reconnu comme leader sur le marché, qui a déjà des milliers d'utilisateurs, oui, ça grandit plus facilement, on a l'impression aujourd'hui, parce qu'il a une étape de maturité sur le marché. Et donc, ça a été aussi un peu un shift un retour à ce côté start-up, de rappeler aux squads qui s'occupent des nouveaux produits, mais vous êtes sur un nouveau produit. Vous devez convaincre d'abord les early adopters. Vous devez aller chercher ces 10 premières personnes. Et donc, on avait eu un chouette workshop là-dessus en juin, donné par le CEO. Donc, on avait notre off-site annuel, on était à la mer du Nord, c'était super chouette. Les internationaux nous ont un peu pris pour des tarés, parce qu'ils s'amusaient vraiment bien à la mer du Nord. Mais c'était vraiment bien. Et le workshop était intéressant parce qu'il rappelait un petit peu en disant, mais en fait, si vous êtes sur ce nouveau produit, vous devez commencer par convaincre 10 personnes. Une fois que vous aurez 10 personnes, allez convaincre 20 personnes. Et il a ressorti cette image, enfin, il y avait plein de slides, mais un slide qui est un peu resté dans la tête de plusieurs personnes dans l'équipe, c'est soit le gros poisson dans le petit bocal, plutôt que le petit poisson dans le grand bocal. Et donc, tout le monde n'arrête pas de ressortir Olivier. Ok, on va essayer d'être le gros poisson dans le petit bocal. Et donc voilà, c'est un peu ça qu'on essaye de mettre en place. Et donc ça, c'est aussi un shift dans les équipes qui peut-être avait commencé chez nous en travaillant sur le produit qui avait une maturité et puis passer sur un nouveau produit.
monde de start-up. Dernière question avant de passer aux questions du public. Le livre dont on peut voir l'émission, tu as parlé d'un livre qui t'avait inspiré, Tim, si j'avais lu ce livre-là avant, j'aurais beaucoup plus déjà su ce qu'elle se passe dans le. C'était le livre de Nike, c'est un autre livre, tu peux en parler? Oui, c'est un autre livre, et Florence me disait que chez Brussels, il le recommandait activement, donc achetez le livre si vous ne l'avez pas encore acheté. C'est The Cultural Map de Erin Meyer. Vraiment, moi j'ai travaillé avec les équipes pour l'ouverture des bureaux en Inde et au Japon en 2020, et j'ai lu le livre en fin 2022, début 2023. Et je me suis vraiment dit que j'aurais dû le lire plus tôt. Vraiment. En fait, ce qui est chouette, c'est qu'elle essaye d'expliquer sous différents axes les différences culturelles dans le cadre business. Et elle appuie tout d'anecdotes, d'exemples. Et en fait, on a clairement été dans ces situations-là. Et en fait, le fait de comprendre un petit peu ces différences culturelles, en fait, finit par dissiper beaucoup de frustration ou beaucoup d'incompréhension, beaucoup de problèmes de communication. Et en fait, parfois, ces différences culturelles où, à notre échelle, on est déjà au courant, on est déjà un peu plus conscient de ça. On sait que quelqu'un qui vient des Pays-Bas ou d'Allemagne va être parfois plus direct, va parfois donner le feedback plus direct. Une négociation de contrat avec un Israélien, faut s'accrocher, quoi. La négociation de contrat, ouais, ça va être. Et donc, c'est tous des éléments où, en fait, on en a entendu parler, et le fait de lire le livre permet de un peu faire le lien entre toutes ces anecdotes ou toutes ces histoires qu'on connaît, et de mieux se préparer sur un marché. Et aussi de comprendre que si vous attaquez sur le marché asiatique, ouais, c'est encore très vague, c'est encore très large, et qu'en fait, un Coréen, un Japonais, un Thaïlandais, un Vietnamien, ça va être très différent. Pour certains d'entre eux, si vous voulez créer une relation de confiance, vous devez arriver bien préparé à la réunion, être hyper efficace, donner tous les points, suivre l'agenda. Et avec d'autres personnes, il faut vraiment passer toute la soirée à picoler avec eux. Et si vous n'allez pas boire avec eux, ils vont jamais vraiment avoir confiance. Et en fait, le fait de comprendre ça, mais en fait, si vous organisez, vous voulez un peu tester un marché, vous voulez un peu aller voir, vous allez organiser votre voyage d'affaires complètement différemment. Et en fait, ça, c'est des éléments qu'il faut avoir en tête avant. Donc, faites pas la même erreur que moi et lisez le bouquin un peu plus tôt. T'as picolé avec les Indiens, c'est pas ça qu'il fallait faire. Oui, mais mango beer en Inde, pas conseillé. Exactement. Parfait, merci beaucoup. On peut vous applaudir, évidemment. Je vais pour une question. Tout d'abord, félicitations pour votre parcours. Je connaissais le nom, mais je ne savais pas que vous venez de Bruxelles, donc pour ça, félicitations. Applaudissements, s'il vous plaît. Allez, MC. Alors, on a entendu beaucoup de grands noms, mais est-ce que vous travaillez aussi avec des plus petites entreprises? Et si oui, est-ce que vous avez des critères de sélection? Oui, donc en fait, sur notre pricing, enfin notre plateforme, les gens ont la possibilité d'acheter soit un abonnement un peu en self-service. On va avoir des abonnements qui commencent à, je pense que c'est 69 € par mois, donc c'est très démocratique, et donc ça permet à des plus petits développeurs de commencer en ayant déjà accès à une bonne série de données et de fonctionnalités. Et puis on va monter sur des plus gros clients, on va avoir des plans d'entreprise qui sont plus custom, plus chers évidemment, on va vraiment débloquer toutes les fonctionnalités. Mais oui, il y a vraiment on a un peu de toutes les tailles. Historiquement, jusqu'à cette levée de fonds en 2021, la grosse majorité de notre revenu venait des plus petits clients. Bonsoir. Voilà, vous venez d'annoncer les perspectives sur l'Afrique. Si vous avez un sales ici en formation actuellement qui a donc des visées africaines. C'est ça qu'on veut entendre ici. Voilà. Donc voilà, je pense qu'il y a ce point qui nous relie. Je suis en formation actuellement et je pense que j'ai des visées, je veux justement aller m'installer en Afrique, travailler pour vous. Et là! Vous pouvez suivre un peu l'évolution de la boutique sur LinkedIn et prendre contact avec nous quand vous êtes prêts. Très propre. C'est une belle conclusion, évidemment, de soirée. C'est toujours. Il faut essayer. C'est très bien. Merci beaucoup. On peut vous applaudir une dernière fois. Merci à vous. Je vous en prie, quittez cette chaise maintenant. J'ai assisté à ce qui est mouvant dans la vie, c'est un passage de bâton, un passage de micro entre une personne qui a porté ce projet depuis 2 ans au moins
et le prochain porteur de projet. D'abord, est-ce que tu quittes Export Talk parce que tu t'emmerdais? Voilà. Joker. Non, non mais alors déjà très contente d'être assise dans cette chaise de l'un des invités. Je vous invite à le faire en fin de soirée si vous voulez, c'est très confortable. Petit mot de fin, donc merci beaucoup à toutes les personnes présentes ce soir, qu'elles aient été sur scène ou dans le public. On espère que l'Export Talk Show, ça ne vous ennuie pas, ça ne m'a pas ennuyé, c'est pas pour ça que je m'en vais. Mais donc on espère que du coup ça répond à une envie de connecter avec d'autres entrepreneurs et entrepreneuses et d'entendre un peu des histoires inspirantes et de se faire aussi des contacts chouettes sur Bruxelles. Effectivement, moi c'est ma dernière, mais au final, est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu? La plupart des informations qui sont importantes, c'est que en fait la team Neo Export, elle est toujours derrière l'Export Talk Show. Donc l'Export Talk Show n'est pas mort. Et du coup, je passe symboliquement pas mon micro à Lorenzo parce qu'il a un micro, mais je laisse Lorenzo pour clôturer la soirée. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir été ici avec nous. C'est une première dans les locaux de Hub et pas une dernière parce qu'on peut déjà annoncer, je pense, que qu'en décembre aura lieu la suivante édition de l'Export Talk Show. Donc on est déjà ravis, on espère, de vous accueillir en décembre et on définira une thématique et des invités plus tard, donc stay tuned. J'espère faire aussi bien que Florence et voilà, je te remercie pour l'accompagnement pour ce premier mois pour moi ici. Voilà. Les invités sont aussi exceptionnels qu'aujourd'hui, donc n'hésitez pas à venir. Et merci Startup Vie, comme d'habitude. Hein, évidemment. Voilà, on a fini les remerciements. Hein, on va pas vous tenir en otage plus longtemps, mais par contre, du coup, si vous voulez les speakers venir sur cette non-scène pour qu'on prenne une petite photo ensemble, avec grand plaisir. On va devoir quitter les bureaux après ça. Parce que les lumières s'éteignent, vous l'avez vu. Donc, on ne vous chasse pas, mais oui. On vous chasse. Comme à la rentrée. Donc, voilà. Donc, vous êtes les bienvenus au vestiaire. Voilà, c'est une très bonne soirée. Merci pour tout. En décembre. Au revoir.